nul ne s'arrêtait. Les passants faisaient un écart, pressaient le pas, affectaient l'indifférence. Deux enfants, des jumeaux, efflanqués, aux vêtements crasseux, brandissaient un bout de papier chiffonné au beau milieu du trottoir de la grande rue. Ils avaient passé l'entièreté de la matinée à tenter de confier cette note à une âme charitable. Une femme juchée sur des talons aiguilles eut un geste d'impatience et continua sa route. Un coursier à vélo prétendit ne pas entendre le rappel fragile. Un jeune homme arbora un sourire narquois et changea de trottoir. Seul le vent semblait leur accorder son attention, faisant volter le papier dans leurs petites mains, comme pour tenter de l'arracher à l'indifférence générale. De l'autre côté de l'avenue, Stéphane Dubois, un promoteur immobilier de haut rang, se dirigeait d'un pas régulier vers le parking, son attaché-caisse en cuir à la main. Il avait pour coutume de quitter son bureau bien après le départ de tous ses employés, non par zèle professionnel, mais par une incapacité grandissante à supporter le vide de sa propre demeure. Cet après-midi-là, pourtant, il avait pris la décision de traverser à pied. Il éprouvait le besoin de réfléchir en silence, loin du tumulte des réunions et de la lueur froide des écrans. Un geste anodin, quasi instinctif, une infime rupture dans sa routine immuable. Il s'immobilisa au feu pour piéton, son regard balayant la scène sans conviction, et c'est alors qu'il avisa le manège des deux garçonnets. Il pensa d'abord qu'il faisait la manche, une vision hélas banale. Puis il distingua le papier. Il le présentait à chaque passant avec une insistance poignante, et chaque passant, sans exception, le refusait. Stéphane jeta un œil à sa montre, un geste pavlovien. Son chauffeur, Pierre Martin, l'attendait quelques mètres plus loin dans sa berline de luxe. Mais au moment où l'un des enfants, manifestement le meneur, tendit le bras vers lui, ce simple geste le pétrifia. La note tremblotait entre ses doigts effilés, et son regard possédait une gravité, un calme désespéré qui jurait avec son âge. « Monsieur, est-ce que vous pourriez nous le lire » demanda l'enfant. Sa voix était étonnamment posée. « Avant de poursuivre, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et dites-moi d'où vous m'écoutez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire va voyager. » Stéphane marqua un temps d'arrêt. Sa réponse habituelle, forgée par des années de détachement et d'efficacité, aurait été un « je suis pressé », glacial et sans appel. Mais le regard des deux jumeaux, l'un intense et interrogateur, l'autre chargé d'une appréhension visible, le retint. Il s'avança, le bruit feutré de ses souliers de luxe sur le bitume contrastant avec les pieds nus des enfants. « Où est votre mère » Sa propre voix lui parut étrangère, plus grave. « Elle est allée chercher de la nourriture », répliqua le garçon au regard assuré. « Elle a promis de revenir. » Stéphane inclina la tête brièvement et tendit la main. « Montrez-moi ce papier. » La feuille était souillée, les plis formant des sillons grisâtres sur sa surface. L'encre bleue avait pâli, presque effacée par l'usure et l'humidité. Il parvint à déchiffrer la graphie hésitante, « Si quiconque trouve mes fils, veillez sur eux jusqu'à mon retour. Ce sont de bons enfants. Ils ne sont pour rien dans ce que le monde a fait de moi. » Stéphane lui sentit sa gorge se serrer. Était-ce de la rage, de la compassion, ou simplement un profond malaise qui le submergeait? Le sentiment inconfortable d'être confronté à une misère qu'il s'efforçait d'ignorer au quotidien. Il replia la note avec soin et la leur remit. « Il est écrit qu'elle ne va pas tarder », mentit-il à voix basse. Le plus jeune, qui s'était jusqu'alors dissimulé derrière son frère, laissa poindre un sourire de soulagement qui illumina son visage sale. Stéphane extirpa un billet de son portefeuille et le glissa dans un gobelet en carton posé près d'eux. « Achetez-vous à manger avec ça, d'accord ?» Au moment où il leur tournait le dos, prêt à réintégrer sa bulle protectrice, la voix enfantine le héla. « Monsieur, c'est maintenant qu'on a très faim. » Stéphane se figea au milieu du trottoir. Le vacarme de la ville, la circulation, les conversations, tout sembla s'estomper. Son regard oscilla entre sa voiture et les deux frêles silhouettes. Il laissa échapper un soupir qui venait de loin. « Très bien. Je vous emmène prendre un repas. On avisera ensuite. » Les visages des enfants s'éclairèrent d'une joie si pure qu'elle en était presque douloureuse à regarder. Il ouvrit la portière de son automobile et leur fit signe. « Montez. » Les jumeaux s'installèrent avec une lenteur mêlée de défiance et d'émerveillement sur la banquette en cuir immaculé. La voiture s'ébranla sans un bruit. « Un souci, monsieur Dubois » s'enquit Pierre Martin, son vieux chauffeur, à travers le rétroviseur. « Non, aucun » répondit Stéphane d'un ton sec.
simplement 2 enfants avec une note. Pierre jeta un second regard en arrière. Parfois, cela suffit à transformer une journée. Stéphane feignit l'indifférence, mais la remarque fit son chemin en lui. L'automobile franchit le portail de sa grande maison de campagne en Provence. Le jardin impeccable, le gravier crissant sous les pneus, le marbre froid du vestibule et l'air frais de la demeure offraient un contraste saisissant avec l'apparence des 2 garçons. Stéphane pénétra le premier, sans un regard en arrière, et appela « Marie Lambert ». La gouvernante sortit d'un couloir, s'essuyant les mains sur son tablier. « Juste ciel, qui sont ces enfants, monsieur Stéphane ?» Trouvés dans la rue. Ils étaient seuls. « Donnez-leur à manger et un bain, je verrai plus tard. » Marie Lambert arqua un sourcil, où se lisait la surprise et une légère désapprobation, mais elle n'objecta rien. « Entendu, mes petits. Suivez-moi. » Elle emmena les garçons vers la cuisine. Une odeur réconfortante de bœuf bourguignon en train de mijoter flottait dans l'air. Stéphane, resté en retrait sur le seuil, observait la scène. Les jumeaux mangeaient avec une avidité féroce, leurs yeux parcourant la pièce comme s'ils redoutaient de voir leur assiette disparaître. Marie Lambert souriait avec tendresse, redressant une fourchette, passant une main dans leurs cheveux en bataille, contemplant leurs pieds nus sur le sol lustré. Stéphane demeurait appuyé contre le montant de la porte, son attaché-caisse toujours à la main. Le cliquetis des couverts, les rires timides des enfants, les arômes de cuisine, tout cela infusait dans la demeure une vie, une chaleur qu'il croyait oublier. « Je les installe dans la chambre d'amis, monsieur ?» demanda Marie Lambert. Stéphane hésita une seconde à peine. « Pour cette nuit, oui. Demain, j'aviserai. » Les enfants furent conduits à l'étage. Une fois la maison retombée dans son silence habituel, Stéphane se retrouva seul dans l'immense salon. Son attaché-caisse gisait sur la table basse. À côté, la note que l'un des garçons avait laissée sur le siège de la voiture, frissonnant dans le courant d'air d'une fenêtre entr'ouverte. Il s'approcha, saisit le papier et le relut. « Veillez sur eux jusqu'à mon retour. » Il le plia avec une lenteur inhabituelle et le glissa dans la poche de son veston. Au fond de lui, il sentait que cet événement n'était pas fortuit. De l'étage provenaient des murmures de rire et le bruit de petits pas. Sa grande maison, pour la première fois depuis une éternité, ne semblait plus vide. Stéphane gravit une marche, le regard tourné vers le palier, et s'arrêta un instant pour écouter. Il l'ignorait encore, mais l'existence qu'il avait connue venait de basculer. Le balancement régulier du pendule de l'horloge du salon fut le premier son que Stéphane perçut à son réveil. 6h30. Comme chaque jour. La même heure, le même geste pour couper l'alarme, le même silence de cathédrale. Pourtant, quelque chose était différent. Un bruit ténu, des voix feutrées qui semblaient provenir du couloir. Quelques secondes furent nécessaires pour que sa mémoire se réactive. Les enfants. Il sortit du lit sans hâte, passa une chemise et se planta devant le miroir. Son reflet lui renvoya l'image d'un homme aux traits tirés, le regard fatigué. Il lissa ses cheveux, prit une grande inspiration et descendit. Le parfum du café fraîchement moulu l'accueillit avant même la lumière de la cuisine. Là, Marie Lambert s'affairait devant les fourneaux tandis que les jumeaux, attablés, se régalaient de croissants et de tartines de baguettes. Léo, le plus jeune, riait aux éclats, et Lucas, son aîné, tentait de tenir son bol de chocolat chaud à 2 mains. Le tableau semblait appartenir à une vie qui n'était pas la sienne. « Bonjour, monsieur Stéphane », lança Marie Lambert sans se retourner. Ils ont dormi à poing fermé. Stéphane s'adossa discrètement à l'encadrement de la porte. J'imagine. Lucas, le garçon au regard intense, fut le premier à le voir. Bonjour, monsieur. Il offrit un sourire timide. On a tout fini. Stéphane opina du chef, le visage neutre. Parfait. Après le petit déjeuner, je vous conduis au commissariat de police. Léo cessa de mastiquer, son croissant en suspens. On retourne dans la rue? Non, répliqua vivement Stéphane, étonné par sa propre promptitude. C'est uniquement pour qu'il retrouve votre mère. Marie Lambert pivota, les bras croisés. Et s'il ne la retrouve pas, monsieur Stéphane? La question l'agaça. On finit toujours par retrouver les gens. Il existe des foyers pour ce genre de situation. Elle soupira et se tut.
Le silence qui s'ensuivit n'était pas pesant, mais chargé d'une tension palpable. Stéphane avala son café debout, feignant de lire un quotidien économique dont il ne déchiffra pas un mot. Le murmure des rires des enfants le déconcentrait. Une fois sa tasse vide, il se retira dans son bureau adjacent. Sa maison, d'ordinaire si impeccable, lui paraissait soudain trop pleine de vie. La toile représentant un paysage insipide, accrochée au mur, semblait désormais faire écho au bruit des voix à l'étage. Il tenta de se plonger dans son travail, ouvrit son ordinateur, mais les chiffres dansaient devant ses yeux. Il le referma. Un peu plus tard, Marie Lambert se présenta à la porte. L'automobile est prête. Stéphane acquiesça et se leva. Les enfants portaient des vêtements propres, les cheveux coiffés, et exhalaient une odeur de savon. Le contraste avec la veille était saisissant. En route, dit-il d'un ton bref. Le trajet vers le commissariat se fit en silence. Pierre Martin conduisait avec concentration, tandis que les garçons regardaient la petite ville du Val-de-Loire défiler. Léo pointait du doigt des détails anodins, un chien, un marchand de ballons, un bus bariolé. Lucas se contentait d'observer, mutique. À un feu tricolore, Léo demanda « Vous vivez seul, monsieur ?» Stéphane s'éclaircit la voix. « Oui. »« Et ça ne vous ennuie pas de ne parler à personne ?» Il garda les yeux fixés sur la route. La conversation est une distraction. Pierre Martin esquissa un sourire dans le rétroviseur. Parfois, elle nous distrait de ceux qui ne le méritent pas. Stéphane fronça les sourcils mais ne releva pas. Au commissariat, le commissaire Antoine Delacroix écouta son témoignage d'un air absent, examina la note, prit quelques annotations et assura qu'il lancerait des recherches. D'ici là, nous allons les placer dans un foyer d'accueil, déclara-t-il. Telle est la procédure. Stéphane hocha la tête, mais la froideur du fonctionnaire le mit mal à l'aise. Il posa son regard sur les garçons. Léo s'agrippait à la veste de son frère, les yeux embués de larmes. Lucas restait droit, mais un léger tremblement agitait son menton. Seront-ils bien traités là-bas ? S'enquit Stéphane. On fait le maximum, répondit le commissaire, impassible. Marie Lambert, qui l'avait accompagné, intervint. Monsieur Stéphane, avez-vous vu leurs yeux ? Ils sont bien trop jeunes pour un autre centre surpeuplé. Il inspira profondément. Il savait qu'un mot de plus l'engagerait irréversiblement. Et c'était précisément ce qu'il avait toujours fui. Juste quelques jours, insista Marie Lambert, le temps d'avoir des nouvelles. Stéphane contempla les deux enfants. Léo pleurait désormais silencieusement. Ce son simple, dénué de tout artifice, perça la carapace qu'il avait mis des années à consolider. D'accord, lâcha-t-il enfin. Il rentre avec moi. Le commissaire releva les yeux, interloqué. Vous êtes sûr de vous, monsieur ? J'ai une adresse et les ressources nécessaires pour garantir qu'ils ne s'évanouiront pas dans la nature. De retour à la demeure, Marie Lambert aménagea la chambre d'amis pour les garçons avec des couvertures douillettes et de vieux jouets dénichés au grenier. Stéphane, sur le pas de la porte, la regardait faire. Les enfants gambadaient, explorant les lieux avec l'insouciance de ceux qui n'ont plus rien à perdre. La maison a changé de visage, n'est-ce pas ? Commenta Marie Lambert avec un sourire. Stéphane ne dit rien, mais il savait qu'elle disait vrai. Le son de leur rire se propageait dans les couloirs, ricochant sur les murs qui n'avaient connu que l'écho de sa propre solitude. Pour la première fois depuis une éternité, la grande maison semblait animée. Dans son bureau, il consulta ses courriels et vit celui d'un investisseur majeur. Réunion confirmée demain, 9 h. Amenez la nouvelle proposition. Il referma son ordinateur. L'heure n'était plus au profit. Assis dans son fauteuil, il regarda par la fenêtre et aperçut Marie Lambert dans le jardin avec les jumeaux. L'un pourchassait un papillon, l'autre riait de sa propre gaucherie. Cette vision le troubla plus que n'importe quelle négociation. Il sortit la note de sa poche et la relut. Veillez sur eux jusqu'à mon retour. Le papier vibrait légèrement dans ses mains. Était-ce le souffle du vent ou un tremblement intérieur ? Devant le portail, une voiture de police s'immobilisa. L'agent Thomas Durand en sortit, un dossier sous le bras. Il prononça le nom de Stéphane et, avant que ce dernier ait pu formuler une question, il annonça « Nous avons identifié la femme qui a rédigé cette note. »
Le timbre de la sonnette retentit dans le calme de la fin d'après-midi. Stéphane ferma son ordinateur, l'email de l'investisseur figé à l'écran, et se leva. Par la fenêtre, il aperçut Pierre Martin qui discutait avec un policier près de l'entrée. Derrière l'uniforme se tenait une femme à l'allure misérable, aux vêtements élimés, les cheveux noués négligemment et les yeux creusés par le manque de sommeil. Même de loin, quelque chose en elle retenait l'attention. Un mélange de honte et d'urgence. Il descendit les marches lentement, comme s'il appréhendait ce qu'il allait entendre. Lorsqu'il ouvrit la porte, le policier prit la parole. « Bonsoir, monsieur Dubois. Je vous présente Manon Dupont. Il semblerait que vous ayez hébergé 2 enfants la nuit dernière. » Stéphane fixa la femme. Elle se tordait les mains, incapable de lever les yeux. « Mes fils, » articula-t-elle enfin d'une voix chevrotante. « Ce sont mes enfants. » Marie Lambert apparut derrière eux, le souffle court, s'essuyant les mains sur son tablier. « Grand Dieu, c'est leur mère. » Stéphane maintint un visage impassible, mais son estomac se contracta. « La note est de vous ?» Elle hocha la tête, et une larme roula sur sa joue avant qu'elle ait pu dire un mot. « Je ne voulais pas les abandonner, monsieur. Je n'avais plus le choix. » Le policier intervint avec son ton administratif habituel. « Le foyer d'accueil nous a signalé le cas. Elle s'est présentée ce matin, expliquant son geste par le désespoir. Nous devons nous assurer que les enfants vont bien. » Marie Lambert acquiesça. « Ils sont au fond, dans le jardin. » Le policier entra le premier. Manon marqua une hésitation sur le seuil. Stéphane s'écarta. « Entrez. » Elle le frôla en passant, comme si elle profanait un sanctuaire. Son regard glissa sur le sol immaculé, le mobilier de prix, les murs clairs. Un autre univers. Dans le jardin, les jumeaux s'amusaient avec un vieux ballon. En apercevant la femme, ils s'immobilisèrent. Un instant, le temps parut se figer. Léo écarquilla les yeux, incrédule. Lucas laissa tomber le ballon et se mit à courir. « Maman !» Le cri fusa, déchirant le silence. Manon s'agenouilla et les 2 enfants la submergèrent dans une étreinte qui la secoua de tremblements. « Pardonnez-moi » sanglota-t-elle. Marie Lambert détourna la tête pour essuyer une larme. Pierre Martin adressa à Stéphane un regard qui signifiait « c'est ça, l'essentiel ». Mais Stéphane restait de marbre, contemplant la scène comme s'il observait une langue étrangère qu'il n'avait jamais apprise. Plus tard, une fois le policier parti, alors que Manon était assise dans la cuisine devant une tasse de café, Stéphane demanda enfin « Que s'est-il passé ?» Elle prit une profonde inspiration. « Je travaillais à l'usine. J'ai été licencié il y a 3 mois. Les loyers se sont accumulés, le propriétaire m'a menacé. Je n'avais plus rien à leur donner à manger depuis 2 jours. » Sa voix flanchait, mais elle poursuivit. « J'ai cru qu'en laissant les garçons près de la place avec cette note, ils auraient une chance. De trouver quelqu'un de mieux. » Stéphane serra les dents. « Une chance, seul au milieu de la rue. Je comptais revenir, dit-elle en pleurant. J'étais parti chercher de l'aide, mais à mon retour, ils avaient disparu. J'ai cru que je les avais perdus pour toujours. » Le silence qui suivit était pesant. Dehors, le vent agitait le feuillage des arbres. Stéphane regarda par la fenêtre. Les garçons s'étaient endormis sur le canapé, terrassés par la fatigue. Leurs petites mains jointes, leur souffle régulier. « Ils ont confiance en vous » murmura Manon. Stéphane se retourna. « Ils font confiance trop vite. » Elle baissa la tête. « C'est parce qu'ils n'ont pas encore appris la méfiance. » La phrase résonna en lui, tel un écho de sa propre vie. Stéphane, pour la première fois depuis longtemps, eut honte. Non pas de sa richesse, mais de sa pauvreté humaine. Il prit la note posée sur la table. « Ceci, dit-il en la brandissant, aurait pu les tuer. » Elle ferma les yeux, acceptant le blâme. « Je le sais. Et cette pensée me hantera jusqu'à la fin de mes jours. » Marie Lambert s'approcha et posa une main sur son épaule. « Vous n'êtes pas la première mère à s'égarer en voulant protéger ses enfants. » Manon pleura en silence. Plus tard dans la soirée, Stéphane errait seul dans le couloir. Les garçons dormaient à l'étage, bordés jusqu'au menton. Manon s'était assoupie sur le canapé.
Il s'arrêta un instant pour observer cet inconnu qui avait bouleversé sa routine en moins de 48 heures. Il sortit son téléphone et ouvrit une note. Faire un don de 5 000 au foyer communal, programme d'aide aux mères célibataires. Il effaça. Il écrivit « Redéfinir les priorités », sans savoir vraiment ce que cela impliquait. Pierre Martin se matérialisa à ses côtés. « Le sommeil vous fuit, monsieur ?» Stéphane soupira. « Je le crains. » Le chauffeur opina. « On ne trouve le sommeil que lorsque le cœur se tait. Le vôtre est encore bien bruyant. » Stéphane eut un sourire triste. Depuis hier, en effet. Au cœur de la nuit, il se leva et se rendit dans le jardin. La lune baignait les fenêtres d'une lueur pâle. Sur la pelouse, le ballon abandonné, l'empreinte de petits pieds, un silence apaisé. Il s'assit sur le banc de pierre et sortit la note de sa poche. Il contempla à nouveau ses mots tremblés, souillés, désespérés, et pour la première fois, il n'y vit plus une faute. Il y vit un acte d'amour désespéré. Des pas se firent entendre derrière lui. C'était Manon, drapée dans une couverture. « Je n'y arrive pas, dit-elle. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois le moment où je leur ai tourné le dos. » Stéphane fixa l'horizon. « Nous tournons tout le dos à quelqu'un, un jour ou l'autre. »« Et vous » demanda-t-elle avec curiosité. Il mit un temps à répondre. « Je me suis tourné le dos à moi-même. » Elle se tut, et ils contemplèrent le ciel étoilé. Le vent berçait les arbres et les fenêtres de la maison scintillaient d'une lumière nouvelle, presque chaleureuse. Manon se tourna vers lui. « Vous auriez pu laisser mes fils à leur sort. » Stéphane prit une longue inspiration. « J'aurais pu. Mais ils m'ont rappelé un temps où, moi aussi, j'espérais que quelqu'un s'arrête. » Elle le dévisagea, abasourdie. « J'étais orphelin, dit-il sobrement. Personne ne s'est arrêté. » Le silence qui suivit se passait de mots. Deux étrangers, liés par une blessure différente mais une racine commune, l'abandon. De l'intérieur, une petite voix se fit entendre. « Monsieur, vous êtes là ?» Les jumeaux étaient en haut des escaliers, à moitié endormis, tenant une photo que Marie Lambert avait trouvée dans la veste de Manon. « Maman, regarde, dit Léo. C'est le même homme que sur la photo. » Stéphane se raidit. Que faisait cette vieille photo ici, entre ses mains? Et pourquoi était-elle avec eux? Stéphane était comme pétrifié. Léo brandissait la photographie, fier de sa découverte. Lucas, plus grave, observait sa mère, puis Stéphane, tentant de comprendre la stupeur des adultes. Manon devint livide. « Où avez-vous déniché ça ?» La voix de Stéphane était un murmure à peine audible. « Dans ta veste, maman. » répondit l'aîné. Marie Lambert l'a lavé et a trouvé ça dans une poche. Stéphane s'avança et prit la photo. Elle était ancienne, les bords jaunis par le temps. Deux jeunes gens posaient devant une maison modeste. L'un souriait avec une certaine timidité, l'autre lui entourait les épaules d'un bras protecteur. Il reconnut son propre visage, plus jeune, sans costume, le regard plein de vie, une coupe de cheveux approximative. La jeune femme à ses côtés était Manon. Le temps sembla se suspendre. Seul le tic-tac de l'horloge du salon rythmait le silence. « C'est impossible, souffla-t-il. Manon porta la main à ses lèvres. « Je savais que votre visage m'était familier, mais... » Elle s'interrompit, comme si le passé la rattrapait. « Vous ne vous souvenez pas ?» Stéphane serra la photo. « Je me souviens de cette maison. Rue des Lilas, numéro 88. »« Oui, murmura-t-elle. La petite auberge de Madame Dubois. » Le nom lui revint en mémoire. Il ferma les paupières. Le souvenir était là, l'odeur de café-filtre, le couloir exigu, l'époque où il rêvait encore de s'en sortir, charriant des sacs de ciment le jour et étudiant la nuit. Manon était la fille de la propriétaire. C'était elle qui lui prêtait des romans, qui gardait pour lui les restes de pain quand son maigre salaire était épuisé. « Vous êtes parti, » dit Stéphane d'une voix blanche. « Un jour, je suis rentré et vous n'étiez plus là. » Elle acquiesça, ravalant ses larmes. « Ma mère est tombée malade. On est parti à la campagne. Je n'ai jamais pu revenir. » Le silence qui s'installa était d'une cruauté infinie.
Deux existences qui s'étaient frôlées, jadis, séparées par les aléas de la vie, et que le destin réunissait aujourd'hui par l'intermédiaire de deux enfants endormis à l'étage. Stéphane se dirigea vers la fenêtre, la photo toujours en main. « Et ces garçons? Ce sont les fils de Nicolas, dit Manon. Mais il nous a abandonnés il y a longtemps. » Stéphane se tourna lentement vers elle. « Nicolas Moreau? » « Oui. Un maçon qui travaillait sur le chantier du nouvel immeuble, vous vous souvenez? » Elle esquissa un sourire triste. « C'est vous qui l'aviez recruté. » Stéphane s'affaissa sur une chaise, le corps vidé de sa force. Il se souvenait de cet homme, bon, taiseux, travailleur. Un jour, il avait demandé une avance pour l'accouchement de sa femme. Stéphane avait refusé. Le souvenir le frappa avec la violence d'un uppercut. « Il est mort, n'est-ce pas ?» demanda-t-il sans la regarder. Un mois plus tard, répondit Manon à voix basse. Un accident de chantier. Stéphane ferma les yeux. Il n'y avait rien à ajouter. Le passé, même silencieux, finissait toujours par présenter la note. Plus tard, une fois les enfants recouchés, il resta seul dans le salon, la photographie posée sur la table. Manon dormait de nouveau sur le canapé, vaincue par l'épuisement. Marie Lambert éteignait les lumières une à une, mais Stéphane restait là, immobile, à contempler ce morceau de papier qui changeait toute la perspective. Ce n'était pas le hasard, c'était le retour de celui qu'il avait été, de celui qu'il avait choisi d'enfouir. La maison, si froide d'ordinaire, semblait le juger. Chaque ombre était une réminiscence, chaque craquement une interrogation. Revenir au point de départ était à la fois une punition et une forme de rédemption. Il prit son téléphone, ouvrit son bloc-notes et tapa « Aucun profit ne peut compenser ce que l'on a refusé de voir ». Il effaça. Réécrivit « Certains retours sont l'acquittement d'une dette ancienne ». Il rangea l'appareil. La pluie se mit à tomber, une pluie fine et régulière qui perlait sur les vitres. Stéphane se leva, sortit dans le jardin et s'abrita sous l'auvent. Le portail grinça. Pierre Martin apparut, engoncé dans son imperméable. « Vous ne devriez pas rester dehors, monsieur. » Stéphane haussa les épaules. « J'ai besoin de sentir le froid. »« La maison est bien chauffée, » répondit calmement le chauffeur. « Mais parfois la chaleur n'est pas là où il faut. » Stéphane eut un rire bref et sans joie. « Pierre, croyez-vous à la fatalité ?» L'homme médita un instant. « Je crois aux routes que l'on n'a pas menées à leur terme. » Stéphane leva les yeux au ciel. La pluie redoublait. « Je crois que la mienne est revenue me chercher. » Pierre opina respectueusement. « Alors finissez là, monsieur. De la bonne façon, cette fois. » Plus tard, Stéphane regagna le salon. Manon dormait, les mains jointes, le visage apaisé. Il la contempla, se remémorant la jeune fille qui partageait son pain avec lui quand il n'était rien. À l'époque, elle voulait devenir institutrice. Aujourd'hui, la vie l'avait abîmé, et il avait, d'une certaine façon, sa part de responsabilité. Il prit un plaid et la couvrit. Les doigts de Manon frémirent et Stéphane recula. La photo était sur la table. Il la glissa dans la poche de son veston, à côté de la note. Deux pièces à conviction, l'une du passé, l'autre du présent, qui réclamaient la même chose, prendre soin. À l'aube, Marie Lambert entra à pas de loup et le découvrit assis sur le canapé, le regard dans le vague, les traits tirés. « Vous n'avez pas fermé l'œil, monsieur Stéphane. Vous allez au bureau ?» Il secoua la tête. « Non. Aujourd'hui, j'ai autre chose à faire. » Marie Lambert haussa les sourcils. « Quoi donc ?» Stéphane inspira profondément. « Tenir une vieille promesse dont j'avais oublié l'existence. » Elle sourit, perplexe, et alla préparer le café. Il resta là, à regarder le lever du jour se refléter sur la vitre. La grande maison n'était plus la même, et lui non plus. Tandis que l'arôme du café se répandait, Stéphane sortit la photo de sa poche et la regarda de nouveau. Au dos, une phrase à l'encre passée, écrite de la main de Manon des années plus tôt, « Un jour, la vie nous réunira, et j'espère qu'à ce moment-là, nous saurons encore nous reconnaître. » Stéphane respira à fond et comprit que ce jour était enfin là. Le soleil se levait doucement, baignant la façade de la demeure d'une lumière qui semblait inédite. Stéphane était dans son bureau, face à une page blanche.
Son stylo était posé sur la table, près d'une pile de contrats qu'il se sentait incapable de signer. L'horloge affichait 7h30, mais le temps n'avait plus d'emprise sur lui. Manon était dans la cuisine, aidant Marie Lambert. Les enfants couraient pieds nus dans le couloir, leur rire se répercutant sur les murs comme le premier son véritablement joyeux qu'ils aient jamais entendu. Stéphane écoutait de loin, un sourire inconscient aux lèvres. Il sortit la note de sa poche et la relut une dernière fois. « Si quiconque trouve mes fils, veillez sur eux jusqu'à mon retour. » Les mots malhabiles avaient acquis un nouveau sens. La première fois, ils avaient représenté un fardeau. Aujourd'hui, c'était une prière qu'il ne pouvait plus ignorer. On frappa à la porte de son bureau. C'était Marie Lambert. « Le petit déjeuner est servi, monsieur Stéphane. Madame Manon souhaiterait vous parler après que les enfants aient mangé. » Il acquiesça. « Dites-lui de m'attendre sur la terrasse. » Sur la terrasse? L'odeur de pain grillé et de café se mêlait à la fraîcheur matinale. Manon était là, les cheveux relevés, le visage fatigué mais serein. Les jumeaux jouaient près du jardin, tentant de remplir un seau à la fontaine. Stéphane s'approcha. « La police m'a appelé, dit-il. Il confirme que le foyer d'accueil peut les prendre en charge dès aujourd'hui. » Elle baissa les yeux. « Je vois. Stéphane. » Il la contempla un instant. « Mais je voulais vous parler avant. » Elle leva un regard méfiant. Stéphane chercha ses mots. « Quand je vous ai connu, il y a longtemps, je n'étais qu'un jeune homme qui se battait pour exister. Vous et votre mère m'avez aidé quand tout le monde m'ignorait. » Elle eut un sourire teinté de mélancolie. « Nous faisions ce que nous pouvions. Je n'ai jamais remercié, poursuivit-il. Et sans le savoir, j'ai passé ma vie à vouloir faire payer le monde pour cette dette. J'ai bâti des fortunes, mais au fond, je crois que je voulais juste ne plus jamais rien devoir à personne. » Manon l'écoutait en silence, mesurant la portée de cet aveu. « Et maintenant ? » Maintenant, dit-il en regardant les garçons, je comprends qu'il y a des dettes qui ne s'honorent qu'en prenant soin des autres. Manon se mordit la lèvre. Vous n'êtes pas responsable de nous, Stéphane. Ce n'est pas la question, l'interrompit-il doucement. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de choix. Elle détourna le regard, submergée par l'émotion. Les jumeaux couraient sur la pelouse, riant, s'éclaboussant. Manon les regarda et secoua la tête. Tout ce que je veux, c'est qu'ils aient une vie meilleure que la mienne. Stéphane se leva. Alors laissez-moi vous aider à la leur offrir. Elle le dévisagea, interloquée. Comment? Restez ici, dit-il avec fermeté. Cette maison est trop grande pour un seul homme et trop petite pour autant de silence. Manon porta la main à sa bouche, sidérée. Stéphane, c'est insensé. Non, répliqua-t-il calmement. Pendant trop longtemps, j'ai confondu ce qui est juste avec ce qui est commode. Il est temps que cela change. Elle voulut protester, mais les mots lui manquèrent. Stéphane se contenta de sourire, ce genre de sourire qui vient du plus profond de l'âme, celui de quelqu'un qui, après des années d'errance, se reconnaît enfin dans un miroir. Au fil des jours, la demeure se métamorphosa. Marie Lambert riait plus souvent. Les jumeaux firent du bureau un circuit automobile et du jardin un stade de football. Stéphane, en costume impeccable, était le seul à tenter de maintenir un semblant d'ordre, mais chaque jour, il lâchait un peu plus de lest. Manon aidait à la cuisine, puis commença à s'occuper de la gestion de la maison et, insensiblement, un nouvel équilibre s'établit. Ce n'était plus la maison de campagne silencieuse, c'était un foyer. Le bruit des enfants se mêlait au tintement de l'argenterie et à la voix de Marie Lambert leur recommandant de ne pas courir dans le salon. Un soir, Stéphane rentra plus tôt. Les jumeaux étaient installés sur le canapé, absorbés par un dessin animé. Manon lisait un vieux magazine, et la lumière douce de la lampe donnait à la scène une chaleur, une authenticité nouvelle. Il resta sur le seuil, simple spectateur. Son costume lui parut incongru, sa cravate trop serrée. Marie Lambert passa près de lui et chuchota, « C'est une belle vision, n'est-ce pas ?» Il sourit. Oui. Plus tard, une fois les enfants couchés, Stéphane convoqua Manon dans son bureau. Elle entra avec une certaine appréhension. Sur le bureau, un dossier et une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Des papiers, répondit-il sobrement.
J'ai régularisé votre situation. J'ai fait établir les actes de naissance des garçons et je vous ai préparé un contrat de travail. Elle écarquilla les yeux. Je ne peux pas accepter. Si, vous le pouvez, la coupa Stéphane. Et ce n'est pas tout. Je veux que la maison soit aussi à votre nom. Elle resta sans voix. Vous m'offrez. Je n'offre rien, dit-il avec conviction. Je vous rends ce que vous m'avez donné quand je n'étais rien, une chance de repartir à zéro. Manon laissa couler ses larmes. Stéphane s'approcha et posa la vieille photo sur la table. Celle-ci, je la garde. Pour ne pas oublier qui j'étais, et celui que j'ai failli ne plus jamais être. Elle acquiesça, émue. Et la note ? Stéphane prit le papier plié avec une infinie précaution et le glissa dans un cadre, à côté de la photo. Elle restera ici. Pour nous rappeler que la vie trouve toujours un moyen de nous arrêter. Si ce n'est par la raison, c'est par le cœur. Les mois s'écoulèrent. Stéphane ne vivait plus dans le silence. Ses matinées étaient un joyeux chaos. Le journal était invariablement chiffonné par de petites mains et le café souvent tiède, tant les rires interrompaient sa routine. Pierre Martin affirmait que même le portail de la propriété semblait s'ouvrir avec plus d'allégresse. Un après-midi, les jumeaux revinrent de l'école avec 2 dessins. Ils les lui tendirent fièrement. L'un représentait une maison multicolore, peuplée de personnages souriants. Dans un coin, une phrase malhabile en grosses lettres, « Ici on est resté ». Stéphane prit le dessin avec délicatesse. Son cœur, longtemps programmé pour le calcul, battait désormais à un rythme simple qui le déstabilisait. Manon apparut à la porte, le visage serein. « Il ne cesse de parler de vous à l'école. » « Et que raconte-t-il ? » ?»« Que le monsieur en costume est leur meilleur ami. » Stéphane sourit. « Ils doivent se tromper. » »« Ou peut-être pas, » répondit-elle en souriant. Un léger courant d'air fit danser les rideaux. Stéphane balaya la pièce du regard et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies. Le sentiment d'être à sa place. Non pas la place du propriétaire, mais celle d'être enfin là où il devait être. La nuit venue, après que tout le monde se fut endormi, il retourna dans le jardin. Il s'assit sur le même banc de pierre où, des mois plus tôt, il avait lu la note pour la première fois. Il la sortit de son cadre et la déplia. Les lettres étaient toujours tremblantes, mais elles semblaient apaisées, comme si le temps avait pansé leur plaie. « Si quiconque trouve mes fils, veillez sur eux jusqu'à mon retour. » Il sourit en regardant les étoiles. « Tu peux être en paix, » murmura-t-il, comme s'il s'adressait à la Manon d'autrefois. Ils ont été trouvés. Et moi avec eux. Il replia la note une dernière fois et la serra dans sa main. Le vent nocturne était tiède. De la maison s'élevait le murmure lointain du rire des enfants, comme une prière. Stéphane ferma les yeux. Aucun contrat, aucun bilan, aucun prestige ne valait ce son. La vie, songea-t-il, ne demande pas d'intérêt sur ce que l'on perd, mais sur ce que l'on oublie d'aimer. Et à cet instant, sous le ciel étoilé, la note contre son cœur, Stéphane comprit que sa dette envers le monde était enfin réglée.